vais pas vous parler de ma thèse parce que c'était une époque triste de ma vie. J'ai enterré ma mère, j'ai soutenu ma thèse, j'ai eu un lymphome la même année. Alors on va pas parler de choses tristes. Je vais vous parler de choses plus gaies. Donc l'IA, c'est l'IA au sens de Pitra, c'est aussi l'informatique avancée. Et c'est aussi l'interprétation abstraite qui est le dada du labo où je suis actuellement. À mon sens, le prochain univers de l'IA, c'est celui de l'interprétation abstraite. Et alors, le différent que j'ai intellectuellement avec Jacques Pitra, c'est pour lui, c'était pas de l'informatique, pour moi, ça en est. Alors, je vais ajouter une chose, mon papa était informaticien. Il y a eu 3 personnes que j'appelle mes maîtres. Mon papa, parce qu'il m'a appris à programmer. Jacques Pitra, parce qu'il m'a appris à réfléchir sur comment je vais programmer. Et Xavier Leroy, parce qu'il m'a amélioré dans ma programmation. Alors pourquoi on a besoin de systèmes d'IA? Parce que l'humanité ou la France se heurte à des problèmes compliqués. Alors j'ai aussi listé quelques-uns, le réchauffement climatique, la malnutrition, la pollution, la conception de systèmes complexes comme ITER, un réacteur de fusion, les transports autonomes, les différentes smart grids, etc. La distribution de l'eau, qui est un problème vital pour l'humanité, les cobots, la gestion de systèmes complexes comme le web, on ne sait pas faire. Leur implémentation, on déploie des fibres optiques. L'organisation de systèmes, moi je prends le Vélib, c'est une vaste blague. Ça ne marche pas. J'aimerais bien que le Vélib marche, mais je constate que ça ne marche pas. Les jumeaux numériques, c'est un sujet très à la mode. On va essayer de simuler par informatique des systèmes un peu complexes comme la cellule humaine, la voiture, les bouchons, etc. On a du mal. La politique macroéconomique de la zone euro, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les intérêts sont négatifs au niveau de l'État et pourquoi moi, quand je suis en découvert à la banque, je dois payer des adios? Je ne sais pas. Le coronavirus, c'est quand même un petit souci actuel. Et je vous rappelle qu'un virus, c'est du logiciel plus de la chimie, rien d'autre. La politique de retraite, c'est un sujet très actuel. Moi, ce qui me scandalise, c'est qu'on énonce des politiques de retraite, mais on nous dit on ne sait pas faire des simulateurs pour votre retraite. Alors, je pars à la retraite dans 2 ans, donc je suis vraiment concerné. Moins que vous, peut-être. Alors, il y a d'autres problèmes. Alors, la paix au Moyen-Orient. Alors, pourquoi on ne sait pas gérer les développeurs de logiciels? On a envie d'aller sur Mars pour la terraformer, comment on fait? On a envie de comprendre le monde physique et de l'améliorer, l'agriculture, les mix énergétiques, etc. On a envie de lutter contre le cancer, on a quand même un peu du mal, et je sais de quoi je parle. D'accord, ou contre l'obésité, et ma femme sait de quoi elle parle. Ah, ma femme est psychologue et psychanalyste, je précise, donc pour moi, inconscient, ça a une connotation un peu différente. On a envie de s'assurer qu'Internet fonctionne, et les spécialistes d'Internet disent que ça peut tomber en panne et qu'ils ne savent pas s'ils arriveront à rebooter. On a envie de comprendre les textes de loi français. Alors moi, par exemple, j'ai eu un PV pour ma voiture qui n'était pas garée à un endroit. Je vous assure que démontrer que ma voiture n'était pas garée à un endroit, je n'y suis pas arrivé. Donc j'ai laissé tomber, et j'ai eu un prélèvement sur mon salaire 2 fois. J'ai contesté, on m'a remboursé 1 fois. On a envie aussi d'améliorer la communication entre humains, parce que malgré tout, on a du mal à communiquer entre nous. Et par ailleurs, je suis un gros fan de logiciels libres. Alors, je rappelle ce que c'est que le logiciel libre. Il y a 4 libertés. Et je rappelle le motto de la FSF, c'est le logiciel libre, pourquoi on en a besoin et pourquoi c'est utile à la société. Et enfin, je rappelle que le code source, ce n'est pas autre chose que la forme formalisée sur laquelle un informaticien travaille, y compris un chercheur en IA. Alors pourquoi l'IA doit être du logiciel libre? Il y a un bouquin passionnant que je viens d'acheter qui en parle. Je n'ai pas lu tout le bouquin, j'ai lu le début, mais il en parle. Et le bouquin est passionnant.
Mes transparents sont en ligne et tous les liens, vous pouvez cliquer dessus. Alors Pitra, il a observé qu'on est dans un monde académique où il faut publier ou périr, tout le monde le sait bien. Donc ça empêche la réalisation de systèmes d'IA. Je rappelle un papier intéressant sur le logiciel libre par un prix Nobel d'économie français et un autre papier par quelqu'un qui a un nom aussi imprononçable que le mien, qui réfléchit sur la question. Le software héritage, c'est un projet par Roberto Di Cosmo qui essaye de faire la bibliothèque des logiciels de l'humanité. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, la thèse de Pitra, si moi je la lis en tant qu'informaticien, c'est il n'y a pas de théorie simple de l'intelligence, il n'y a pas de modèle simple de l'intelligence. Et ça veut dire que tout système d'IA doit être chaotique, complexe et évolutif. Alors, Pitra rappelait très souvent que les avions volent et que les oiseaux volent et qu'ils ne sont pas foutus pareil. Il le disait avec beaucoup plus de classe que moi, évidemment. Il rappelait tout le temps, et ça c'est la leçon que j'ai retenue, c'est que l'expérimentation est reine. Ça ne sert à rien de publier des papiers théoriques si on n'a pas de système expérimental. Et l'expérimentation, c'est aussi se heurter. Par exemple, quand je plante un clou, des fois, je me tape le marteau sur la main. Et je me souviens, je m'étais pris une baffe à 15 ans parce que j'avais ricané, parce que mon père s'était tapé le... Voilà. Alors, il y a des éliminations théoriques que nous connaissons tous, qu'on a appris, que Pitra m'a enseigné. Le problème de l'arrêt, le théorème de Rice, les théorèmes d'incomplétude de Gödel que Jean-Marc Foy aussi, qui était mon directeur de thèse officielle, m'a enseigné, la thèse de Church-Turing, qui est une thèse métaphysique, la correspondance de Curie-Howard, excellemment expliquée au cours de Collège de France de Xavier Leroy, qui montre qu'un programme, c'est une preuve et vice-versa. Enfin, on va essayer d'éviter, dans les cas favorables, l'explosion combinatoire. On ne peut pas prétendre résoudre le problème de l'explosion combinatoire, sinon ça se serait. Et sinon, c'est en contradiction, par exemple, avec le problème de l'arrêt. Alors la conséquence de cette thèse, c'est que les systèmes d'IA doivent être, et Pitra le disait, inconsistants, comme nous, on est inconsistants, et antifragiles, c'est un terme que j'emprunte au livre de Taleb qui s'appelle Antifragile ici, qui raconte ça très bien. Alors, Pitra rappelait l'importance de l'insight. Il ne traduisait pas ce mot-là, je ne chercherai pas à le traduire, mais grosso modo, c'est quand Archimède sort de sa baignoire tout à poil. Et donc, les systèmes intelligents, que ce soit nous ou nos logiciels, ne peuvent pas être entièrement modulaires ou compositionnels. C'est là la clé. Ils ne sont pas modulaires. Et ils exhibent un comportement émergent, au sens des systèmes émergents, avec une auto-organisation. Et donc, on ne chercherait même pas à faire une théorie générale de l'intelligence. Parce que probablement, il n'y en a pas. Alors, une analogie quand même, parce que je travaille au CEA, donc c'est un organisme qui fait la bombe, donc il y a une bibliothèque sur l'histoire du nucléaire. Et par exemple, j'ai lu dans je ne sais plus quel bouquin qu'avant la bombe, avant Hiroshima, il y avait des théoriciens fameux qui disaient on ne peut pas faire de bombe parce que sinon toute la Terre serait une réaction en chaîne. Et heureusement, ils se sont trompés. Alors pareil, sur la singularité, on peut avoir des hypothèses. Un point extrêmement important, c'est que les algorithmes probabilistes sont essentiels en pratique en IA. Et que le temps est important. Le temps, ça a plusieurs sens. Si vous connaissez Linux, je vous renvoie à la page 7 de son manuel. Mais il y a le temps de la machine, il y a le temps réel, il y a le paradoxe des jumeaux, on n'en parlera pas. Qu'est-ce qui se passe quand on lance un système d'IA à des vitesses relativistes? C'est un peu compliqué. Notamment, il y a le temps calcul qui est différent du temps perçu. Et quand moi, je suis devant ma machine, je peux attendre une seconde un résultat, mais ce n'est pas pareil si j'attends une heure ou une journée. Parce qu'en une journée, je vais aller dormir et j'aurai oublié de quoi j'ai pensé, etc.
Donc l'importance de la conscience au sens et de l'introspection, avec des outils logiciels qui existent pour ça, et c'est lié aux consignations. Et alors en particulier, moi je suis attaché au fait qu'on fasse des expériences les plus reproductibles possibles, ce qui est contradictoire avec ce que je précède. Parce que par exemple, le temps de calcul d'un programme, ou les moments où Kaya recevra un SIG terme ou un SIG alarme, ne sont pas reproductibles. Alors ça, c'est la photo de mon ordinateur, elle est prise par mon fils Mathieu, qui est photographe, que j'aime bien. Et ce que j'aime bien sur cette photo, c'est qu'on voit mon ordinateur, c'est sous mon bureau à la maison, on voit le ventilateur, et on voit aussi le reflet des câbles qui ne sont pas dans la boîte, qui sont à côté. Et donc, on regarde une boîte noire et on voit des choses qui n'y sont pas. C'est ça un peu mon point. Pitra n'aimait pas les boîtes noires, et moi je suis confus, mon ordinateur est une boîte noire. Voilà, donc Pitra disait il faut éviter les boîtes noires. Il dit qu'il y a 2 programmes dont dépend Kaya. Alors je vais pinailler là-dessus, mais il ne faut pas le prendre mal. Alors moi je suis un informaticien, je connais le programme StockCount qui compte le nombre de lignes de code dans un logiciel. Quand vous discutez avec des gens de Google, ils vous racontent qu'ils ont un logiciel d'1 milliard de lignes. C'est leur moteur d'indexation. Plus modestement, une Debian ancienne, il y a un milliard de lignes, pardon. Le noyau Linux, c'est 15 millions de lignes. Et le développement logiciel, tout le monde sait que ça marche mal. C'est-à-dire que quand on fait un projet logiciel, on est sûr que ça se plante d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, la taille d'un logiciel, c'est assez lié à son coût en dollars, en euros. Donc, avec des techniques de machine learning, ce monsieur Wheeler a développé un logiciel libre qui s'appelle StockCount, qui par exemple permet de mesurer la taille de Kaya, dont je rappelle que toutes les lignes sont générées par le système. Et là, on voit qu'il y a 500 000 lignes de C sur le Kaya que j'ai sur ma machine et qui est en ligne. Et avec ce modèle-là, on en déduit des propriétés intéressantes qui sont, par exemple, il a fallu un siècle de travail à M. Pitra pour développer son système, et ça coûterait 18 millions de dollars. Alors en réalité, c'est un peu surestimé. Je vois que Pitra n'a travaillé sur Kaya que pendant 35 ans. Et je ne suis pas sûr que son coût à la société française ait dépassé la dizaine de millions d'euros. Il y a quelques autres mesures qu'on peut faire dans une machine Linux, telles que moi j'aime bien. Alors voici quelques mesures. Donc Kaya, c'est 500 000 lignes. Le noyau Linux, c'est 15 millions de lignes. GCC, un compilateur sur lequel j'ai travaillé une dizaine d'années avec des centaines d'autres, 5 millions de lignes, etc. Et en passant, Kaya a besoin de tous les programmes ici. Donc, du point de vue métrique du nombre de lignes, il n'y a pas que Kaya. Il y a 2 programmes que Kaya n'utilise pas et qui pourtant pourraient être utiles. C'est libbacktrace pour introspecter la pile d'appels et Qt, par exemple, pour faire une interface graphique. Alors voilà, Pitra me disait, en fait, ce n'est pas du C que Kaya génère, c'est un sous-ensemble de C. Mais moi, je suis têtu. J'ai utilisé cette ligne de commande magique qui imprime quelles sont les passes du compilateur GCC qui sont utilisées. Et je vous promets, il y a 80% des lignes de GCC qui sont utilisées pour Kaya. Donc 80% de 15 millions. Enfin, on a besoin de l'optimisation d'un compilateur qui est typiquement un problème d'IA. Et par exemple, si on enlève les optimisations de Kaya, la performance décroît de 30%. On pourrait alors utiliser un compilateur comme TinyCC qui a été écrit par Fabrice Bellard en théorie en une nuit, en pratique en une semaine, 30 000 lignes. Ça, c'est du management de projet informatique, mais je rappelle les 12 étapes du test de Joel que vous trouvez en ligne, mais qui sont quand même intéressantes. C'est des conseils pratiques. Je rappelle aussi, ça Pitra nous le rappelait, ça c'est son cours, je ne me rappelle pas quel mois, mais je me souviens que c'était le cours de Pitra.
la loi de Miller, donc le nombre magique 7 plus ou moins 2, hein, qui dit que notre mémoire de travail à court terme contient 7 éléments. Et ça s'applique aussi à la mémoire du cerveau de Petra. Alors en particulier, ce nombre 7 intervient par exemple dans des limites empiriques telles que la complexité cyclomatique d'un logiciel. Quand on dépasse de beaucoup 7, c'est indébuggable. Donc c'est pour ça qu'on évite le code spaghetti dans nos programmes humains, mais on peut remarquer qu'une machine qui génère du code spaghetti, on s'en fiche. Et le code Kaya généré, c'est du code spaghetti. Alors, pareil, ça explique, cette loi de Miller cognitive, explique des choses du genre, le typage d'inférence marche bien dans la vraie vie pour OCaml, alors que c'est un problème qui est théoriquement exponentiel, parce que les humains écrivent des programmes qu'ils savent à peu près comprendre. Ils n'écrivent pas des programmes au hasard. Alors ils comprennent la moitié, mais ils comprennent un peu ce qu'ils écrivent. Et ça explique pourquoi, par exemple, le type des fonctions, même quand on fait de la programmation fonctionnelle d'ordre supérieur, ça s'écrit raisonnablement. Alors que l'inférence de Himmler, il y a des cas pathologiques triviaux qu'on peut construire qui donnent des types qui sont en 2 puissance n. Ça pose la question, est-ce que la loi de Miller s'applique à des systèmes d'IA? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, en réalité, c'est quoi un système d'IA? Ce n'est pas seulement Kaya, c'est tout le compilateur, le noyau, etc. Et à mon sens, ce qui est important, ce n'est pas que Kaya, c'est l'ensemble. Autrement dit, on se définit sur quoi on a confiance. Si mon PC tombe en panne, je tire la gueule. Il y a des composants logiciels, il y a des composants matériels sur lesquels on se base pour avoir confiance. Le compilateur en est un et il est compliqué, etc. Se débarrasser de tout ça, c'est un peu compliqué. Et j'aime beaucoup donner un autre exemple de Bootstrap que je pratique en théorie mais pas en pratique. C'est le système Linux dans son ensemble, une distribution Linux. Alors, j'ai déjà essayé de... Alors, il y a des instructions pour compiler Linux à partir de son code source donc ex nihilo. C'est des instructions en anglais, on peut les suivre. Je n'ai pas eu le courage de les suivre en entier parce qu'au bout d'une semaine, je n'y suis pas arrivé. Mais j'ai progressé. Et en réalité, une distribution Debian, on met des semaines de CPU pour la compiler. Alors donc, on a quand même envie de tirer parti des vrais composants, notamment le cœur, le multicast, etc. et des composants logiciels. Et je pense qu'en fait, et c'est là mon désaccord philosophique avec Jacques Pitra, il faut donner des connaissances déclaratives sur comment utiliser les composants logiciels dont on dispose. Qu'on choisirait nous quand même. Une remarque évidente quand on code, c'est qu'un logiciel d'IA ou pas, et les ordinateurs, ce sont des réseaux sémantiques, au sens où Pitra me l'a enseigné. D'accord ? Donc là, c'est un exemple, j'ai pris un exemple dans la page Wikipédia parce que j'avais la flemme de faire une figure, mais on voit bien qu'on a des tas de nœuds avec des flèches qui sont étiquetées par une couleur. C'est tout le modèle des représentations internes de Kaya. Et on peut imaginer mixer des techniques d'analyse statique de code et d'IA. C'est notamment le cas du projet Decoder que j'ai contribué à initier professionnellement, mais malheureusement, on a affecté quelqu'un d'autre que moi pour le faire. Alors, je rappelle des lois d'ingénieurs. Le livre de Brooks, le The Mythical Amendment, je pense que tout le monde l'a lu, mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est à la bibliothèque. Donc, vous descendez de quelques étages, il y est. Et dont le thème, c'est que ajouter de la main-d'œuvre à un projet logiciel libre, ça rendra le projet encore plus... Un projet de logiciel, ça rendra le projet encore plus en retard, parce qu'on doit communiquer entre ingénieurs, et que ça prend du temps. Une façon de communiquer sur les logiciels, c'est de les rendre libres. Donc, c'est d'où mon... Alors, il y a les Heisenbug que tout le monde connaît, c'est-à-dire on rajoute un correctif de bug et le bug disparaît, ça n'a rien à voir avec le bug. Et il y a des Eisenmeta bugs, ça c'est Pitra qui m'en a raconté quelques-uns.
Et une bonne façon de débugger, c'est de parler, ça s'appelle le rubber duck debugging. On parle à voix haute, simplement en débuguant. Et c'est pour ça que moi, quand je débug à la maison, je parle à ma machine. Alors, je ne suis pas complètement fou, mais je parle à la machine simplement parce que quand je débug, j'ai besoin de parler. Et on m'entend grommeler dans ma barbe en débuguant. Je pense que pour tous ceux qui débuguent un problème un peu compliqué, c'est un peu pareil. Alors, la loi de Hofstadter, Pitra l'aimait beaucoup. Elle s'applique au transparent et à la démo que je n'ai pas pu faire. Les choses prennent toujours plus de temps, même en tenant compte de Hofstadter. Et un bouquin que Pitra aimait beaucoup citer, et moi aussi, c'est l'autre bouquin de Hofstadter, I Am a Strange Loop, où il parle de lui-même en tant que boucle étrange. Et un paradoxe que j'aime beaucoup citer, c'est le bateau de Thésée, qui illustre la démarche de Kaya. Le bateau de Thésée, vous connaissez l'histoire, c'était un mythe de la Grèce antique. Il a fait moult combats navals avec son bateau. À chaque fois, il rentrait au port, il remplaçait une pièce, et au bout de 30 ans, il n'y avait plus aucune pièce d'origine. La question, c'est est-ce que c'est le même bateau ou un autre? Ça, c'est le modèle que Pitra nous a enseigné. C'est comment on développe un système d'IA. On monte une échelle. Alors, si j'avais osé, j'aurais mis l'échelle de Jacob. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui ça évoque quelque chose. Je n'ai pas osé. L'échelle de Jacob, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est une échelle qui est apparue mystiquement à Jacob et qui monte jusqu'au ciel. Et vous avez des très beaux tableaux de l'époque classique qui la représentent. Mais plus prosaïquement, le bootstrap, c'est bien l'idée de dire on a un système de départ, on rajoute un petit truc, ça le modifie légèrement, et on utilise ce système légèrement amélioré pour continuer. Et c'est cette idée de monter l'escalier, que je répète en bas. Alors j'ai parlé du système RefR6 que j'essaie de développer, mais on peut remplacer par Kaya. Alors j'ai pas eu le temps de vous faire une démo de Kaya. Le code est en ligne à cette URL, parce que Jacques Pitra me l'avait confié en 2016, et alors ça ne compile plus. Donc j'ai dû écrire un métaprogramme en C++ qui corrige un bug dans le fichier dx.h généré. Et ça ne sert à rien de corriger le fichier généré, puisque à la prochaine génération, le bug il sera encore. Donc il faut bien un autre programme pour le corriger. C'est une histoire de externe qui manquait. Alors, alors là, une critique du système Kaya tel que je l'ai vécu, c'est qu'il n'est pas très ergonomique. Par exemple, il n'y a pas de couleur. Une critique que Jacques Pitra reconnaissait, il n'y a pas d'allocation mémoire, et du coup, le nombre de noms et la longueur des noms qu'il utilisait était trop courte. Donc on lit les règles, on liste par l'expertise d'édition par Edit, et puis on ne comprend pas tout. Alors qu'est-ce que j'ai écrit pour aider Pitra? Là, le programme le plus fier, c'est un programme de 200 lignes qui montre que DLOpen peut être fait plein de fois. J'avais écrit un autre programme qui s'appelle Menil, qui essayait de convaincre Pitra d'utiliser Readline pour l'interface utilisateur, et je n'ai pas réussi à le convaincre. Alors avec des copains, je me suis dit, je vais faire un Kaya avec des méthodes modernes. Donc j'ai trouvé un autre nom, c'est RefR6. J'ai fait un appel au peuple sur Internet, j'ai trouvé 2 copains indiens qui veulent bosser avec moi. Et voilà, on code fébrilement en utilisant du C++ et une interface Qt. Alors là, j'ai rentré dans les détails techniques, mais ça ressemble beaucoup à ceux de Kaya. Donc voilà, j'ai des valeurs, j'ai un modèle objet Lisp, j'ai des valeurs avec un ramasse-miettes, j'ai une union ensembliste de valeurs comme en Camel, enfin c'est archi classique. Certaines sont persistantes, d'autres non. La persistance se fait en JSON, ça c'est pratique. Les noms d'utilisateurs, d'objets sont des noms aléatoires de lettres, ce qui permet de sérialiser l'ensemble du tas sur des fichiers textuels, et ça c'est très pratique dans la vraie vie. J'essaie d'être moderne, donc je fais du multitâche, donc il y a des problèmes de locking, etc.
Rien d'original là-dessus. J'ai repris les idées de Petra en les adaptant au goût du jour. Il n'y a rien d'original là-dedans. Les objets, c'est les seules choses mutables. Et puis, ils contiennent des trucs comme ça. Pareil, c'est les idées de Petra ou de même de Lennart. Ils contiennent des attributs. Et en plus, pardon, là, je suis allé trop vite. Ils contiennent des attributs et des composants. Quelques bricoles en plus. Des pointeurs de fonctions atomiques. Et puis, une charge utile. Ça, je crois que Petra employait ce mot de charge, mais il oubliait l'adjectif utile. Moi, je préfère ajouter utile. Qui contiennent les informations qu'on ne peut pas rentrer dans le modèle précédent de attributs, d'accord, et composants. Donc ça ressemble à JavaScript, pour ceux qui connaissent un peu. Et la persistance, ben, c'est très simple, on utilise des formats existants, donc textuels, parce que ça se lit mieux, donc JSON. Et voilà, on a un système persistant, sauf que les continuations, je ne sais pas encore les persister, mais je ne vois pas de problème théorique, j'ai des problèmes pratiques. Alors, on a plutôt une interface graphique rudimentaire qui est compliquée. On est actuellement au sommet de la côte, autrement dit, on ne peut pas interroger notre système, ce qui est très embêtant, parce qu'on n'a pas l'interface graphique pour afficher un objet. Donc, on regarde les fichiers textuels dumpés, et ça, c'est pénible, mais on y arrive. Dans quelques jours, j'aurai l'affichage graphique des objets, et là, ça ira beaucoup mieux. J'ai déjà fait au boulot un système qui ressemble, donc je veux dire, pour moi, ce n'est pas nouveau, je refais un truc existant. Il y a un agenda, là aussi, c'est classique dans l'algorithme de Ret et autres, simplement un ensemble de tâches qu'on va chercher. Et l'idée, c'est qu'une tâche tourne pendant quelques millisecondes et on la recommence. Ben, ce qui reste à faire, c'est générer la plupart du code C++, y compris la persistance et le ramasse-miettes. Alors, une remarque, j'ai travaillé 10 ans dans GCC, j'ai lu 1 millier de papiers sur les ramasse-miettes. Je ne suis pas un expert de ces questions, mais néanmoins, je commence à comprendre. Et la traduction de ce qu'il y a dans mon cerveau sur ces choses-là en un graphe sémantique d'IA me prendra du temps. Je ne dis pas que j'y arriverai pas, je dis juste que ça me prendra du temps. Alors, il y a un problème difficile pour l'IA, c'est de trouver le financement. Et là, je pense que c'est un problème sur lequel il faut appliquer des systèmes d'IA. Et je ne blague pas, je suis sérieux. Je veux dire, dans ma carrière professionnelle, j'ai rédigé plein d'appels à projets européens. Certains ont été couronnés de succès, donc avec du financement à la clé. C'est compliqué. Et on voit bien que les techniques de Jacques Petra, l'analyse de langue naturelle, s'appliqueraient à ce problème-là. Les appels à projets européens, par exemple, sont en ligne dans un format public qui s'appelle HTML. Enlever les balises HTML d'un texte, c'est algorithmiquement trivial. Faire une requête HTTP, je sais faire parce qu'il y a des librairies pour ça. Donc vous voyez bien que c'est un problème sur lequel l'IA devrait s'appliquer. Plus modestement, on peut peut-être essayer de générer du code C++ à partir de formalismes un peu moins procéduraux que C++, pour simplement travailler plus vite. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, donc, si vous voulez aider, contribuez du temps, ou des vieilles machines, des livres, que sais-je. Et je vous remercie. Je n'ai pas pu faire la démo de Kaya, mais grâce au transparent, vous pouvez télécharger Kaya sur l'URL que j'ai indiqué. Les transparents sont en ligne. Sur refper6.org. Là, il y a un pointeur vers ma page GitHub qui contient le code de Kaya. D'accord ? Merci, je suis désolé du retard.